Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je crois que nous allons démarrer la séance de ce matin sur le thème de la géopolitique. Je suis heureux de pouvoir modérer un panel de qualité. Je salue donc les présents, je salue les intervenants panélistes. Et comme nous allons avoir une séance assez longue, il nous a été donné du temps ce matin, de 9h à midi et demi. Je propose et que cette séance va être entrecoupée par une pause café à 11h, c'est ce qui est prévu dans le programme. Donc je propose que nous réservions la première partie de notre matinée de 9h à 11h à la présentation des panélistes, à leurs interventions, qu'après la pause café, nous prenions le temps, nous donnions le temps au débat et que nous organisions pendant la deuxième partie de la matinée un débat avec la salle. J'entame d'ores et déjà donc notre réunion. Nous allons parler de géopolitique dans le cadre d'un séminaire sur le repositionnement stratégique de la Tunisie. Cela a été dit hier à plusieurs reprises, cela n'est un secret pour personne. Nous sommes dans un monde qui se transforme, où l'histoire s'accélère et la géographie se transforme. Dans un monde où la gouvernance, la répartition des pouvoirs date, pour certains, de plus de 60 ans. C'est le résultat des conférences de Yalta, des accords de Bretton Woods, et la gouvernance du monde est restée quelque peu figée depuis ces dates-là. La fin de la guerre froide n'y a rien changé. C'est une gouvernance et une répartition du pouvoir qui semble quelque peu fossilisée au profit de ceux qui détenaient la puissance et le pouvoir à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela est remis en cause par des opérateurs nouveaux, émergents, qui demandent leur part de puissance, leur part d'une reconnaissance de leur puissance économique, une part de puissance militaire, stratégique, et qui souhaitent et qui font tout pour se repositionner au niveau de la gouvernance du monde. Le multilatéralisme est battu en brèche. Et la Méditerranée n'est pas à l'écart de cela, et la Tunisie encore moins. L'affaiblissement de la Tunisie sur les 12 dernières années, affaiblissement d'abord économique et financier aujourd'hui, en font l'objet de convoitises multiples. Les puissances traditionnelles continuent à jouer un rôle, mais des puissances petites et moyennes émergentes prétendent jouer un rôle de plus en plus accru en Tunisie. Cela s'est vu très clairement sur les 12 dernières années, avec la complicité d'acteurs locaux. Tout cela nous amène aujourd'hui à nous poser la question, face à la crise économique, financière, politique, sociale, sécuritaire, multiple que vit la Tunisie, quel devrait être notre repositionnement aujourd'hui ? Quels devraient être les facteurs portant ce repositionnement? Quelles devraient être les alliances que nous devrions nouer à l'échelle internationale? Pour quel projet de société? Pour quelle réponse aux exigences de la société tunisienne et plus particulièrement de sa jeunesse? Une jeunesse de plus en plus éduquée, connectée, mais trépidante et impatiente. Voilà donc les thèmes que nous allons ensemble aborder ce matin. Sans plus tarder, je vais donner la parole peut-être, je vais commencer par Sophie Bessis, ici présente, que je salue. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Tout le monde connaît Sophie, je pense, puisque tout le monde a lu au moins dans sa vie un de ses ouvrages plus récents, l'un des plus récents,
est celui que je considère comme un de mes livres de chevet, personnellement, c'est l'histoire de la Tunisie, les 3000 ans d'histoire de la Tunisie, où il est fait une lecture non pas historienne, historiciste de l'histoire de la Tunisie, mais une lecture économique et sociale, extrêmement éclairante. Sophie est historienne, elle est journaliste également, elle est plus connue sous l'angle journaliste, elle est très impliquée dans les affaires tunisiennes, elle a été dans la première commission au lendemain de la Révolution, elle s'est beaucoup engagée. La haute instance, oui, pardon. Tout cela fait partie d'un passé qui commence à être un petit peu lointain pour moi, malheureusement. Et donc, sans plus tarder, je vais interpeller Sophie. Quelle lecture fais-tu, Sophie, du positionnement de la Tunisie sur les 60 dernières années depuis l'indépendance? En fait, peut-être pour introduire ou tâcher d'introduire notre table ronde, je voudrais revenir effectivement sur le positionnement stratégique de la Tunisie depuis son indépendance, très rapidement bien entendu, et vous excuserez les raccourcis que je ferai vu le temps qui m'est imparti. Comment la Tunisie s'est-elle, depuis son indépendance en 1956, positionnée à la fois dans le monde et dans la région? Il faut distinguer, à mon sens, quatre périodes de ce positionnement. Première période, qu'on peut appeler le règne bourguibien, évidemment, ou du moins les 15 premières années de l'indépendance, ou les 20 premières années, les 10 dernières années du règne, vous le savez, ont été des années beaucoup plus sombres. Mais du fait de la position géostratégique de la Tunisie en Méditerranée, du contexte de la décolonisation, n'oublions pas que la guerre d'Algérie se termine 6 ans après l'indépendance de la Tunisie. Également du contexte général de guerre froide que Ravi a évoqué. Et également, paramètre qui n'est pas négligeable, la personnalité de son leader, de leader tunisien de l'époque, c'est-à-dire Bourguiba. Eh bien, la Tunisie joue un rôle international beaucoup plus important à l'époque que ne le laisse supposer son territoire, sa richesse, etc. Quels sont les axes de ce positionnement? Alignement total sur les États-Unis, sur l'Occident et plus particulièrement sur les États-Unis, sans aucune nuance. Tout en édifiant certaines bases d'une relative souveraineté nationale. Alignement réel et élément de souveraineté nationale. Position sur la question palestinienne à l'opposé du consensus arabe de l'époque. Rappelons-nous, 1965. Tentative d'équilibrage des rapports de force régionaux et stricte neutralité dans les conflits intra-maghrébins. Voilà, si vous voulez, si on peut résumer un petit peu ce positionnement de l'époque. Et c'est l'époque où, vous savez, Bourguiba est considéré comme un des grands de la politique internationale et qui donne à la Tunisie cette importance. Deuxième période, Ben Ali. À partir donc de 1987, même s'il y avait eu une sorte de rétrécissement de la position tunisienne, comme je vous le disais, à partir des années 80, où la Tunisie ne jouait plus le rôle qu'elle avait joué quelques décennies auparavant. Ben Ali ne rompt pas avec les grandes orientations stratégiques de la période bourguibienne. L'alignement sur l'Occident, enfin oui, on peut parler l'alliance privilégiée, on va dire, avec l'Occident reste un élément structurant du positionnement géostratégique de la Tunisie, d'abord dans un contexte moins tendu du fait de la fin de la guerre froide, bien sûr, mais en même temps, première période, contexte moins tendu, dans la mesure où c'est la fin de la guerre froide, et sur le plan régional du Moyen-Orient, les accords d'Oslo, qui très vite signent leur obsolescence, et au contraire, à partir des années 2000, à partir du 11 septembre, une effervescence terrible au Moyen-Orient, évidemment, avec l'invasion américaine de l'Irak et un positionnement tunisien extrêmement ambigu, dans la mesure où, en réalité, la priorité
du pouvoir de l'époque de Ben Ali, c'est la gestion des dissensus internes. Et, disons, cette gestion du dissensus interne, la politique extérieure n'intervient que par rapport à la gestion des dissensus internes. Et je prends comme exemple la 2003 avec une position pro-occidentale de la Tunisie et une opinion publique intérieure totalement pro-Saddam. Et comment le pouvoir de l'époque a essayé de gérer le dissensus interne. Non, les questions intérieures ont la priorité absolue. Et d'un autre côté, sur le plan régional, Ben Ali a essayé de restaurer des rapports partiellement détériorés avec les deux voisins, la Libye et l'Algérie. Donc on peut estimer que ces 2 longues décennies de Ben Ali sont caractérisées à la fois par un recentrage régional de la politique tunisienne et par une provincialisation d'une certaine façon de cette politique. C'est-à-dire que la Tunisie n'a plus l'aura qu'elle avait dans les premières décennies de l'indépendance. Donc la Tunisie devient un pays plus modeste internationalement et régionalement, qui ne joue plus en tout cas de rôle de leader sur aucun dossier. Troisième période, 2011, la révolution tunisienne. Et là, pour la première fois de son histoire, et je ne parle pas seulement de son histoire récente, même si l'on remonte plus loin dans l'histoire, eh bien la Tunisie est, comme disent les journalistes, à la une de l'actualité internationale, comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Elle est au premier plan dans la région, puisqu'elle a donné le point de départ, elle a été le point de départ de ce que l'on a appelé les printemps arabes, bien que je n'aime pas trop la métaphore saisonnière, mais enfin je l'emploie, et du monde également, on en parlait. Souvenez-vous de cette période où le pouvoir chinois interdisait sur son internet le mot jasmin, mais c'est pas une blague, hein, c'est vrai, donc où toutes les télévisions et les radios du monde entier se donnaient rendez-vous à Sidi Bouzid. Bon, c'était vraiment une période tout à fait exceptionnelle. Tout le monde se presse à l'époque au chevet de la Tunisie. Les pays qui craignent le déclenchement des révolutions arabes et les pays qui sont prêts à soutenir l'expérience de la démocratisation tunisienne. Il y a cet affrontement. Mais cette révolution démocratique, ou certains l'appellent période de transition, est menacée à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, par l'extérieur et par l'intérieur. Dans le monde arabe, coup d'arrêt égyptien de 2013 et restauration égyptienne qui donne un coup d'arrêt, soutien des monarchies du Golfe aux mouvements les plus réactionnaires de la région, et en réalité, à part la Tunisie, eh bien, vous le savez très bien, ce que l'on a appelé les printemps arabes se soldent soit par des restaurations autoritaires, soit par le chaos et la guerre civile. Et la Tunisie essaye de naviguer entre ces vents contraires. Ensuite, sur le plan aussi bien régional qu'international, la guerre contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme devient évidemment une priorité à partir du 11 septembre 2001, et la Tunisie est entourée par des régions incendiaires, la bande soudano-sahélienne africaine. N'oublions pas que la Tunisie, c'est aussi le début du Sahara vers son sud, et on sait ce qu'est aujourd'hui le Sahara et la bande sahélo-saharienne, et évidemment, à son est, le chaos libyen et tout cela. Donc, voilà un petit peu. Je ne reviens pas sur les menaces intérieures, vous les connaissez toutes mieux que moi, donc la situation économique et sociale tout à fait préoccupante du pays. Voilà donc les dernières années de cette décennie 2011, enfin de cette petite décennie 2011-2019. Et nous arrivons en 2019. Nous arrivons en 2019 où 2019 en Tunisie correspond internationalement à ce que l'on peut appeler les 2 premières décennies du XXIe siècle. On peut les appeler aujourd'hui, d'abord des décennies de crise sur tous les plans, de relatif épuisement, imaginez, il y en a parlé hier, de la démocratie représentative dans les pays qui sont les patries de cette démocratie représentative, l'accentuation des inégalités partout dans le monde, et
un moment populiste mondial. Un moment populiste mondial, vous le savez très bien, de Trump aux États-Unis, à Bolsonaro au Brésil, à Viktor Orban en Hongrie, etc. Nous sommes dans ce moment populiste mondial pour les raisons que j'ai trop rapidement évoquées. Et à partir de 2009, la Tunisie est entrée dans ce moment populiste mondial, incontestablement. Et ce qui la caractérise aujourd'hui est à la fois une rhétorique de souveraineté nationale, dont elle n'a pas les moyens, en réalité, d'une accentuation de sa dépendance, aussi bien vis-à-vis de ses partenaires internationaux que vis-à-vis de ses voisins, accentuation de sa dépendance, vis-à-vis des partenaires internationaux, les caisses de la Tunisie étant vides, elle est bien contrainte de se tourner vers qui peut lui octroyer quelques aides, si modestes soient-elles. Bon, je ne reviens pas sur les accords avec le Fonds monétaire international. Et une dépendance vis-à-vis des acteurs régionaux. On connaît aujourd'hui le resserrement des liens avec l'Algérie. Disons, j'emploie cet euphémisme, je pourrais dépasser cet euphémisme en disant que la Tunisie est entrée dans la zone d'influence de l'Algérie aujourd'hui régionalement, incontestablement, et l'une des illustrations, c'est l'abandon de la position de neutralité de la Tunisie dans le conflit algéro-marocain. C'est la première fois que la Tunisie abandonne cette posture de neutralité. Voilà, je reviendrai peut-être dans notre débat sur d'autres points, parce que je ne veux pas dépasser. Ravi, j'ai dépassé? Non, non, ça va, Ah bon, tu peux terminer rapidement. Donc je termine. Ouais. Donc, en fait, pour l'instant, la Tunisie inquiète ses voisins du Nord. C'est la raison, à mon sens, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils octroient quelques financements, disons, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, les pays du nord de la Méditerranée ont peur d'une chose, de ce qu'ils appellent la question migratoire, et ils ont peur qu'en cas de chaos, bien, il y a 1 million de Tunisiens qui débarquent sur les côtes européennes, et ce qui, évidemment, accroîtrait la capacité politique des extrêmes droites qui sont en train de prendre le pouvoir un peu partout en Europe. Voilà. Alors, jusqu'à quand la Tunisie va-t-elle se laisser, pour répondre à la dernière, enfin, pour aller dans le sens de la dernière partie de ton questionnement, à cette espèce de... Elle n'a plus aucune prise, en fait, sur l'événement de la Tunisie aujourd'hui. Elle n'a pas de prise. Et dans un monde où elle ne compte plus tellement, où nous avons une reconfiguration des rapports de force mondiaux, hein, je n'y reviens pas, les États-Unis et le pivot asiatique, la guerre en Ukraine, la Russie, le chaos en Europe, etc., donc nous sommes dans un moment où la Tunisie ne sait pas trop où elle va. Merci Sophie, merci d'avoir planté le décor et d'avoir esquissé de manière magistrale le positionnement de la Tunisie sur les 60 ou 70 dernières années. Nous sommes au cœur du cyclone, si je comprends bien, parce qu'il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes globaux, mais il y a des problèmes qui ont été encore plus compliqués ces dernières années par la pandémie qui a été globale, mais qui nous a touchés violemment aussi. Les chiffres viennent d'être corrigés. La croissance en 2020 aura été négative de moins 8,6%. C'est quand même assez violent. Le monde a été frappé par les mêmes phénomènes, mais le monde s'est repris en 2021. Nous ne sommes pas repris. Le PIB par tête d'habitant est encore inférieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2019. Donc la crise s'est installée de manière durable. Il y a eu la guerre russe en Ukraine qui semble loin géographiquement, mais qui est tout près de nous dans notre quotidien, à la fois par le renchérissement du prix des matières premières, des céréales, la disponibilité, peut-être l'indisponibilité demain de ces céréales, etc. Tout cela se complique par un environnement régional qui est incertain, qui est mouvant, et je me tourne vers Si Ahmed Dounaïs. Si Ahmed, vous qui avez été toute votre vie, je vous présente rapidement. Vous êtes diplômé de la Sorbonne, diplômé en philosophie, et vous êtes au ministère des Affaires étrangères depuis 1962.
Vous dites que vous êtes retraité depuis 26 ans. J'ai l'impression que vous n'avez jamais été retraité, moi, personnellement. Voilà, vous êtes très actif dans la société civile, à la tête d'associations, à l'Académie des sciences, membre honoraire de l'Académie des sciences, de la culture et des arts. Bref, vous enseignez également à l'université, mais vous avez toujours été un acteur de la diplomatie tunisienne, mais aussi un observateur avisé de la politique étrangère tunisienne et des relations internationales et des évolutions du monde. Donc je m'adresse à vous pour vous dire, face à ces incertitudes que Sophie a brossées, face à ces incertitudes aussi bien nationales qu'internationales ou régionales, que devrions-nous faire? Comment devrions-nous, d'après vous, repositionner aujourd'hui? Merci, Monsieur le Président. Je pense que je dispose de 15 à 20 minutes. Oui. Parfait. Je vais vous proposer brièvement 3 axes stratégiques qui sont autant de choix qui se présentent à la Tunisie dans le contexte présent. Auparavant, je voulais répondre à une question: que signifie poser une stratégie nationale? Poser une stratégie nationale, c'est quoi? À mon sens, c'est unir 4 facteurs. D'abord, le potentiel national. Il s'agit du potentiel matériel et immatériel, doit être valorisé. Valoriser le potentiel national, matériel et immatériel, c'est poser un point de départ pour concevoir une stratégie nationale. La finalité est de placer la ressource humaine au cœur de la stratégie. Pourquoi? Parce que seul l'homme expert, intelligent, conscient de son présent, est en mesure d'identifier la valeur du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel. En définitive, c'est la ressource humaine qui est au cœur de la question, qui consiste à valoriser le potentiel national. Valoriser la ressource humaine, c'est en définitive le système éducatif. Donc, perfectionner le système éducatif permet de poser le premier pilier d'une stratégie nationale. Deuxième facteur, le volontarisme. Il ne suffit pas de gérer une société en père de famille, de se lever le matin et se coucher le soir et de dire « nous n'avons pas fait de bêtises, nous n'avons pas fait de catastrophe ». Le volontarisme consiste à gérer plus que ce que l'on possède, à placer la barre plus haut que ses capacités et à entreprendre de réaliser plus que n'en demande ou que n'en peut votre propre société. Il faut le vouloir, il faut fixer des objectifs ambitieux et cette dose d'ambition face à l'impératif de gestion fait une condition de la stratégie nationale. Le volontarisme ne doit pas être exempt d'une certaine pointe d'ambition. Le troisième facteur est l'interaction avec des ensembles régionaux et internationaux porteurs, c'est-à-dire
avec un pôle de puissance situé dans la sphère d'intérêt de la Tunisie et qui soit actif, crédible et efficace. Si nous nous contentons de développer notre potentiel, nous développons en même temps des convoitises qui, ouvertement ou discrètement, visent à confisquer ou à dominer le potentiel national. Le rattachement à un pôle de puissance fait partie d'un choix régional et mondial qui préserve la durée de l'action et la finalité de l'action. Il est indispensable d'identifier le pôle de puissance auquel nous nous rattachons. Le dernier point est l'impact culturel ou l'image. Il faut dresser une image de son propre pays. La Tunisie a joui jusqu'à présent d'une image de modernisation, d'ouverture, de volonté de progrès, de volonté de dépassement. En contraste avec les pays de la région, notre aspiration à la modernité et au progrès dépasse notre patrimoine hérité, l'image dont nous avons hérité de notre passé, dépasse le contexte culturel où nous sommes enracinés. Cette idée de modernisation accompagne la Tunisie. Non seulement la libération de la femme, mais aussi la révolution démocratique, le prix Nobel. Et je conclus par la commission Colib, la commission des libertés individuelles et de l'égalité, analyse l'essence même de la société tunisienne de demain. Il faut pouvoir se référer aux principes de la constitution de la commission Colib, à son contenu et à ses recommandations. L'image à dresser de la Tunisie afin de compléter une stratégie nationale me semble offerte à la pensée stratégique. Réunir ces 4 éléments, c'est déjà affirmer une culture stratégique. Il ne suffit pas de le poser, de le définir théoriquement, il faut tenter l'effort de la mise en œuvre, et c'est cet effort qui inspire la stratégie tunisienne. Je passe au contenu. Quel choix stratégique se présente à la Tunisie? Je vous en propose 3. Nous partons pratiquement perdants en constatant la lacune du non-Maghreb. Le non-Maghreb ne nous donne pas une pointe d'avance comparée à l'ensemble des régions du monde. Le monde, au cours du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, s'est organisé en ensembles régionaux qui soient ou bien commerciaux et économiques, ou bien plus encore des ensembles politiques et de puissance. Le Maghreb, comparé aux autres régions du monde, que ce soit l'Afrique, la Méditerranée ou les continents européens, américains, asiatiques, est dépourvu de toute organisation régionale et en même temps dépourvu de toute centralité. Il n'y a pas de convergence affirmée de la part des pays composant le Maghreb arabe.
les tentatives de constitution du Maghreb existent, mais elles ont toutes échoué. Pourquoi ont-elles échoué? Il ne s'agit pas d'incriminer un régime ou une équipe. Il faut réaliser que la géographie politique dont nous avons hérité de l'empire colonial a conféré à l'espace central du Maghreb la faculté de dominer les pays de la périphérie et de verrouiller toute communication entre les pays de la périphérie. Il y a un déséquilibre structurel qui n'est pas le fruit des peuples de la région, mais qui est tout simplement posé par l'empire colonial européen en fonction de ses intérêts, parce que cet empire colonial qui a gouverné l'ensemble de la région a fait unilatéralement que cet espace central était son territoire souverain. Il est dans la nature des choses qu'il le privilégie sur le plan géographique et sur le plan position stratégique. Cette position fait du pays qui a hérité de cette place centrale, à savoir l'Algérie, lui a conféré la capacité, effectivement, de verrouiller toute communication, toute coopération volontaire entre les pays de la périphérie. Et nous vivons cette situation depuis plus de 60 ans. Comment aborder cette situation? S'il faut s'y résigner et estimer qu'elle est irréversible, nous n'aurons pas une stratégie nationale. Il faut concevoir qu'on peut aménager cet espace de sorte qu'une unité régionale devienne possible. Et la projection que je vous soumets pour aménager cet espace tel que nous en avons hérité est de concevoir 3 piliers dans l'espace maghrébin. Le pilier ouest, qui est constitué du Maroc et de la Mauritanie, quand ils organisent leur coopération et leur intégration, ils deviennent des négociateurs crédibles face au pays central. L'axe central reste l'Algérie et à l'est, une intégration Tunisie-Libye, avec 3 piliers plus ou moins intégrés économiquement, convergents politiquement, culturellement également intégrés. Une négociation équilibrée est possible avec l'État central, qui défendra de toute façon ses privilèges, mais qui ne pourra pas exercer une hégémonie avec 3 interlocuteurs qui ont entrepris un développement à partir de leur propre potentiel et qui représentent un présent et un avenir qui dépassent leur potentiel actuel. Comment gérer cet aménagement, cette politique du futur pour constituer 3 axes acceptables dans le Maghreb et qui amènent l'Algérie à admettre l'institution d'une union régionale? Je n'ai pas le temps de le développer, nous pourrons y revenir, mais ceci s'impose, à mon sens, pour donner une consistance à notre région et une base de crédibilité avec les interlocuteurs du monde. À ce titre, j'ai 5 recommandations, mais je n'ai pas le temps de les exposer. Le deuxième choix stratégique que je mentionne est relatif à la balance stratégique globale, c'est-à-dire au contexte de puissance mondiale tel qu'il se présente à nous. Dans le contexte global, à quel pôle
doit-on se rattacher? À cet égard, je comptais présenter un témoignage du président Habib Bourguiba, que j'ai eu la chance de recueillir en direct de sa bouche en août 1965. Il présidait et clôturait ce jour-là la conférence des ambassadeurs. J'étais le rapporteur de cette session et en réponse à un ambassadeur, dont j'ai oublié le nom, mais je crois bien qu'il s'agissait de Najib Bouziri, la question était la suivante. Monsieur le Président, pourquoi avez-vous placé la Tunisie dans le sillage des États-Unis d'une manière aussi totale? Et le président Bourguiba répond, si vous permettez, Monsieur le Président, j'aimerais donner ce témoignage, même s'il me prend 2 minutes. Pour résumer, il donne 3 arguments. Il était indispensable pour la libération nationale, pour récupérer nos droits souverains, de s'allier à une puissance supérieure à l'empire colonial qui nous domine. Les États-Unis répondent à cette question. D'autre part, les États-Unis sont géographiquement loin de la Tunisie. Nous ne risquons pas, par une alliance politique, d'être exposés à une colonisation opportune de la part de cette puissance. Les États-Unis n'ont pas intérêt à occuper territorialement la Tunisie, mais ont intérêt à trouver en Tunisie un pays ami, confiant, parce qu'à 2 reprises, les États-Unis sont intervenus dans des guerres mondiales où un interlocuteur fondamental pour eux, qui est l'Europe, était victime d'un déchirement. Et pour pouvoir libérer l'Europe, les États-Unis auront besoin de l'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, l'histoire a prouvé que le débarquement de novembre 1942 était stratégiquement dicté avant le débarquement de juin 1944 sur les côtes européennes, sur la Manche, pour pouvoir libérer l'Europe en tenaille à partir du sud et du nord. La localisation de la Tunisie, sa projection au nord de l'Afrique et au cœur de la Méditerranée en fera toujours un point central dans toute stratégie occidentale, qu'elle soit Amérique du Nord ou Europe. De ce fait, répondant aux besoins et aux souhaits des États-Unis, j'ai fait en sorte de sécuriser le partenaire américain en lui disant d'avance « nous sommes des alliés politiques ». Il s'agit d'une alliance politique. Deuxièmement, pour pouvoir développer économiquement et culturellement la Tunisie, qui est une société en retard, nous ne pourrons pas le faire avec les États-Unis, parce que nous ne nous comprenons pas. Les élites tunisiennes ne comprennent pas les Américains et réciproquement. Le pays avec lequel nous devons réaliser notre développement économique, qui nous comprend et que notre élite comprend directement, c'est la France. Et le fait que la France soit un allié des États-Unis, c'était le bon choix. D'autre part, si nous sécurisons la France pour entreprendre le processus de développement économique et culturel de la Tunisie, nous réussirons parce que nous nous comprenons parfaitement et nous avons la même conception de l'homme. Nous sommes dans la même alliance politique qu'avec les États-Unis d'Amérique. Il y a donc un bicéphalisme
que Bourguiba pressentait dès les années 40, en même temps qu'une convergence dans l'ensemble occidental. Et Bourguiba conclut, cette alliance est payante, elle est gagnante. Nous avons gagné la pression politique indispensable sur l'allié français par les États-Unis. Nous avons amorcé notre développement économique et social en détail avec l'élite française. Et le fait que la France soit présente en Tunisie 10 ans après l'indépendance de la Tunisie est un facteur de confiance pour les autres Européens. Les autres Européens qui sont également avancés sur le plan des sciences et des techniques. En voyant que la France est admise dans un pays comme la Tunisie, qui vient de se libérer précisément de la domination française, estime que la société tunisienne est ouverte, tolérante et rationnelle. Et cette image de rationalité, de tolérance et d'ouverture est stratégique. Et c'est ainsi que nous compléterons l'image d'un partenariat stratégique mondial et compétitif comparé aux pays arabes qui, tout en étant conscients de leur retard, n'ont pas fait la brèche pratique pour mettre en œuvre une stratégie de développement économique et social tout en garantissant leur sécurité et leur permanence. Et Bourguiba termine en disant « N'allez pas m'attribuer demain que j'ai enfermé la Tunisie dans ce choix. Ce choix que j'ai fait de l'alliance avec le camp occidental, qui d'ailleurs le souhaite, n'est pas définitif. Tant que le tableau stratégique mondial est celui que nous constatons, dans le temps c'était la guerre froide, ce choix est gagnant. Mais si ce contexte mondial change radicalement, la société tunisienne est libre de réviser ses alliances politiques. N'allez pas m'attribuer demain que j'ai enfermé la Tunisie dans ce choix. Pour ma part, je conclus le témoignage d'Habib Bourguiba. Le temps est-il venu de réviser cette alliance avec le camp occidental? Ma réponse personnelle, que j'argumenterai le moment venu, est qu'il faut continuer dans ce choix avec le partenaire occidental pour diverses raisons. J'avance à cette fin 4 arguments que je n'ai pas le temps de développer. Je passe à la dernière option, Monsieur le Président. J'estime qu'un troisième choix s'impose à la Tunisie pour constituer sa stratégie nationale. Il s'agit de 2 menaces. La détérioration du système éducatif et l'extension de l'aridité. Je n'ai pas le temps de détailler, mais je mentionne ces 2 menaces qui deviennent une réalité. Nous sommes passés du risque à la menace et de la menace au dommage. Et ces menaces gravissimes atteignent à terme la posture stratégique de la Tunisie. Elles sont désormais manifestes. Saisies à temps, elles peuvent être surmontées, non pas dans une perspective de résilience, c'est-à-dire de rétablissement des équilibres tels qu'ils ont prévalu jusqu'à présent, mais nécessairement dans une perspective de progrès. Il s'agit d'améliorer et de perfectionner le système éducatif, d'améliorer et de perfectionner le
la climatologie et le contexte environnemental de la Tunisie et de ne pas subir le processus de développement qui nous a amenés à une stagnation et à une détérioration. Les réponses à ces deux axes, à ces deux domaines existent. Je les ai lus par des experts et des stratèges tunisiens. Nous n'avons pas le temps d'aller dans le détail. Je ne conclurai pas davantage. Voici les trois axes que je vous présente. S'il faut passer par l'argumentation, nous l'aborderons dans la discussion. Merci Siddharth pour cet exposé brillant comme d'habitude. Vous nous avez beaucoup dit, mais en même temps pas assez, mais vous laissez cela au temps du débat et nous en discuterons tout à l'heure et je suis sûr que les pistes que vous avez soulevées vont susciter beaucoup de réactions dans la salle et beaucoup de questions fuseront sur ces différentes thématiques. Je me tourne vers Hakim El-Qarawi, à qui je souhaite la bienvenue. Je n'ai pas eu le temps de le saluer ce matin. Hakim est dans le conseil stratégique. Il a une longue carrière derrière lui, malgré son jeune âge. Il a une longue carrière où il a été conseiller du Premier ministre Raffarin, Jean-Pierre Raffarin. Il est de formation normalien agrégé de géographie, ce que peu de gens savent probablement, mais et c'est cela qui lui donne cette valence d'analyse géopolitique dont nous allons bénéficier ce matin. Hakim est essayiste, il est chroniqueur à l'opinion, il est très impliqué avec l'Institut Montaigne. Il réfléchit aux problèmes du monde, à sa transformation. Il réfléchit beaucoup à la région, Maghreb, Tunisie plus particulièrement. Je vais lui donner la parole pour lui demander, Hakim, comment tu vois les options possibles, souhaitables pour un repositionnement de la Tunisie sur les années à venir? Merci à vous de m'avoir invité et surtout merci à vous d'avoir organisé cette session parce que je pense que c'est très important et vu de ma fenêtre qui est mal informée, mais quand même attentive, je crois assez rare, qui est en Tunisie aujourd'hui des réflexions stratégiques sur le présent et sur l'avenir. Donc merci à vous, merci aux organisateurs. Alors je vais essayer d'articuler mon propos en 3 points, on ne se refait pas. D'abord analyser le nouvel ordre régional et international très vite. Ensuite, regarder où en est la Tunisie, comment a évolué la Tunisie, d'une certaine manière dans sa projection internationale et dans la façon dont elle est vue. Moi, je vois la Tunisie modestement de l'extérieur. Et puis, la troisième chose, c'est quels sont un peu les enjeux, qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi. Lentement, si on prend, je ne vais pas remonter à l'indépendance, je vais être plus modeste. Si on prend depuis 2019, depuis 2020, qu'est-ce qui s'est passé? La crise du Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la montée de l'inflation, et puis de façon plus structurelle, la montée du populisme et de l'extrême droite en Europe. Et le populisme n'est pas réservé à l'Europe, il concerne aussi la Tunisie. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte, si on est à une échelle plus régionale? Un très grand changement au Maroc. Très grand changement au Maroc. Le Maroc a fait évoluer ses alliances. C'est la première fois depuis l'indépendance que ça s'est passé de façon aussi spectaculaire. Ça n'a jamais été le cas pour l'Algérie, qui n'a jamais changé. Et en fait, ça n'a jamais été le cas vraiment pour la Tunisie. Le Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans les accords d'Abraham. Ils sont passés d'un partenaire principal qui était la France à un partenaire principal que sont les États-Unis, les pays du Golfe et mezza voce Israël. Avec suivi l'Espagne, l'Allemagne. L'Espagne et l'Allemagne ont reconnu la légitimité du plan marocain pour le Sahara. La France n'a pas bougé.
La France a toujours des liens extrêmement étroits avec le Maroc. La France est devenue le deuxième partenaire économique du Maroc. Mais la France n'a pas bougé. Le Maroc a bougé, lui. La France n'a pas bougé. Donc un grand changement régional du côté marocain. Côté algérien, capacité extraordinaire à maintenir un système. Le même, en gros, depuis 60 ans, avec toutes les turbulences. C'est-à-dire on change les hommes, on ne change pas le système. Le système réussit à gérer les émotions démocratiques. La dernière étant le Hirak. Et puis, en fonction des prix du pétrole ou du gaz, l'Algérie est forte ou l'Algérie est faible. En ce moment, l'Algérie est forte. Donc, deuxième grand changement, la capacité, la puissance algérienne qui revient sur le devant de la scène. Côté européen, plus qu'un seul intérêt pour le sud de la Méditerranée, enfin, deux, pardon, l'énergie, mais en fait l'énergie algérienne, elle n'est pas vraiment accessible, parce qu'elle est déjà vendue, il n'y a pas de GNL, et en gros il y a des tuyaux qui vont vers l'Espagne, et puis des tuyaux qui vont vers l'Italie, qui passent d'ailleurs par la Tunisie, et il y a eu un choix algérien d'essayer de réorienter, malgré les contrats à long terme, le gaz algérien un peu plus vers l'Italie et un peu moins vers l'Espagne. Donc il y a ce sujet de l'énergie, mais il y a d'abord et avant tout, et c'est aujourd'hui ce qui drive la stratégie européenne vis-à-vis du Sud, c'est l'immigration. L'immigration, l'islam, l'identité, etc. C'est le seul sujet de préoccupation des États du Nord, notamment de l'Italie et de la France, à l'égard du Maghreb et notamment à l'égard de la Tunisie. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite, soit est au pouvoir, en Italie, elle y est aujourd'hui, elle y était il y a 2 ans, enfin, ça évolue, soit elle est aux portes du pouvoir, en France, et pas très loin dans d'autres pays européens. Donc, on est passé il y a 15 ans d'un discours auquel, franchement, personne ne croyait, mais qui était quand même un discours qui avait une actualité, l'Union pour la Méditerranée, à aujourd'hui un objectif qui est la frontière, la Méditerranée comme frontière. Et c'est le seul objectif aujourd'hui des Européens. Et puis, éventuellement, un peu d'accès à de l'énergie. Donc, un système qui était un système ouvert, qui est devenu un système sur le plan politique de confrontation, même si les discours politiques ne sont pas ceux-là, parce qu'il y a un discours européen sur la coopération, etc. Et puis par ailleurs, il y a des réalités économiques et financières qui font qu'il y a toujours beaucoup d'argent qui va du nord vers le sud, et il y a toujours beaucoup d'activités économiques entre le nord et le sud. La réalité de la Tunisie, c'est qu'elle continue à faire les 2 tiers de son commerce extérieur avec l'Europe, avec la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Donc la Tunisie est ancrée dans la réalité européenne sur le plan économique, elle est ancrée dans sa relation politique, diplomatique, historique, on en a parlé, mais il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet commun. Le projet commun, c'est pas d'immigration. Si maintenant on regarde le cas plus spécifique de la Tunisie, notamment regardez vue du Nord, qu'est-ce qu'on voit ? La Tunisie était un espoir, formidable espoir démocratique. La Tunisie était un pays ouvert qui était une interface du temps de Bourguiba. Et puis, la Tunisie pouvait être une solution, parce que petit, neutre, agile. Plus agile que l'Algérie, évidemment, plus agile que le Maroc, plus agile que l'Égypte. Aujourd'hui, c'est quoi, la Tunisie ? La Tunisie a perdu son dividende démocratique. Pendant 10 ans, et contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, y compris ici, enfin je parle en Tunisie, les Européens, les Occidentaux ont été au rendez-vous du financement de la transition démocratique. Le pays qui n'a pas été au rendez-vous du financement de la transition démocratique, c'est la Tunisie. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis à disposition, et il y a très peu d'argent qui a été utilisé. Pourquoi ? Parce que les capacités institutionnelles et administratives pour dépenser cet argent n'ont pas été au rendez-vous, notamment à cause des problèmes à l'Assemblée et du fait qu'il n'y avait pas de majorité. Donc la Tunisie a perdu son dividende démocratique. La deuxième chose, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Grande-Bretagne avait une pays diplomatique au XIXe siècle, c'était le splendide isolement vis-à-vis des enjeux des guerres en Europe continentale. Donc on était isolés, enfin les Anglais étaient isolés de l'Europe continentale parce qu'ils régnaient sur le monde entier.
Et il ne voulait pas se mêler des querelles, notamment entre la France et l'Allemagne. Je dirais qu'aujourd'hui, la Tunisie, ce n'est pas le splendide isolement, c'est le terrible isolement. Le terrible isolement parce que la Tunisie n'est plus l'intermédiaire de rien. Il ne se passe plus rien, il n'y a plus de débat en Tunisie. Souvenez-vous quand la Tunisie a accueilli Yasser Arafat. Tout ça est très très loin. Quand la Tunisie avait des solutions sur le conflit israélo-palestinien, même si elles étaient débattues, ou quand évidemment la Tunisie était à l'avance du monde arabe. Aujourd'hui, terrible isolement parce qu'il y a eu une très grande fatigue tunisienne du point de vue de ses partenaires. Ce que disent les autorités françaises, européennes, allemandes ou communautaires, c'est écoutez les Tunisiens, qu'ils nous aident à les aider. On a fait beaucoup pour eux, on s'est engagé pour eux, on était prêt à leur prêter beaucoup d'argent, voire leur donner un tout petit peu. En fait, ils n'ont pas saisi la main qu'on leur tendait. Donc, fatigue tunisienne, et puis, effectivement, des évolutions d'alliances un peu intrigantes. Ce lien avec l'Algérie, qui est d'abord un lien financier. Les Algériens font les fins de mois de l'administration tunisienne, 300 millions de dollars par-ci, 300 millions de dollars par-là. Une rupture assez spectaculaire avec le Maroc, qui n'était probablement pas nécessaire sur le plan géopolitique. Je ne suis même pas sûr que les autorités algériennes l'aient demandé. Et puis enfin, maintenant, la perception que la Tunisie était une solution, maintenant elle est devenue un risque. Elle est devenue un risque parce qu'un pays qui est extraordinairement instable, un pays où la crise sociale couve, et puis un pays dont on ne connaît pas l'avenir. C'est pas très encourageant. Face à ça, quels sont les enjeux? Il y a un enjeu évidemment démocratique. Vu du Nord, on a le sentiment que, paraphrasé Churchill, il y a un rideau de fer qui est en train de tomber sur la Tunisie. Et franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Tunisiens, de mon point de vue. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les partenaires de la Tunisie. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Tunisie, parce que la Tunisie était en avance. Elle donnait un exemple, elle donnait un signal. Maintenant, elle donne un autre signal. Le signal qu'elle envoie, c'est que la démocratie, ce n'est pas pour les Arabes. Ça plaît beaucoup aux gens du Golfe, puisque c'est ça qu'ils expliquent depuis 10 ans. Ils ont d'ailleurs combattu les démocraties partout où ils le pouvaient. Mais vu du partenaire principal de la Tunisie, qui est, l'Europe, et c'est ça la réalité économique, c'est ça la réalité historique, c'est ça la réalité culturelle, c'est un très mauvais exemple qui est donné par la Tunisie. La deuxième chose, c'est que l'incapacité à mettre de l'ordre dans les finances publiques, ça, ce n'est pas une spécificité tunisienne, les pays européens n'ont pas de leçons à donner. Mais cette idée qu'on peut vivre par des dettes qu'on accumule, on peut vivre en créant un système qui est insoutenable. Et en même temps, ne parler que de souveraineté, c'est une idée absurde. Si on est souverain, on paie ses dettes. Si on est souverain, on ne dépend pas de l'extérieur. Si on est souverain, on met en place un système économique qui permet de lutter contre les rentes. Et ce qui est frappant en 10 ans, c'est l'incapacité à changer le système économique et surtout l'incapacité à redistribuer de la richesse, non pas en prenant aux uns pour redonner aux autres, mais en créant de la capacité nouvelle pour diffuser de la richesse. La deuxième chose, c'est l'impasse sociale. L'impasse sociale, elle est du point de vue des revenus. On a une inflation en Tunisie qui est très forte depuis 12 ans, qui s'accentue. On a tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'incapacité à payer les fournisseurs, ce qui fait qu'il n'y a plus d'essence d'un côté, la hausse des intrants, très importante, qui contribue à des rationnements, tout simplement parce qu'on ne peut plus produire, ou on ne peut plus acheter à l'extérieur. Et donc ce qu'on voit, c'est que la Tunisie est devenue dépendante. Elle est fragile et dépendante. Et puis la troisième chose, c'est que, si elle s'enferme dans ce contexte où elle dépend du monde extérieur pour financer juste sa stabilité la plus basique. Bon, payer les fonctionnaires, acheter de l'essence, acheter du blé. Tout ça ne se fait pas sans les partenaires internationaux. Et les partenaires internationaux, ils sont d'abord occidentaux, malgré les discours qu'il peut y avoir. Si on ne travaille pas là-dessus, s'il n'y a pas de réforme sociale, si on n'augmente pas un peu, par exemple, les impôts. C'est très, très frappant de regarder la structure de coûts de financement de l'État.
système de redistribution tunisien, c'est 25% à peu près du PIB, qui va vers l'État. Avec énormément de dépenses sociales, les dépenses sociales étant en partie les salaires des fonctionnaires, parce que c'est une façon d'assurer la stabilité sociale. Tout ça, c'est très bien, mais le prélèvement sur la richesse nationale, il est trop faible. Il faut que les élites tunisiennes acceptent de payer plus d'impôts. C'est essentiel. Et ça fait partie du modèle de croissance et de développement et de la modernité. Et puis la dernière chose, c'est que ce n'est pas en s'enfermant quand on a besoin des autres qu'on règle les solutions. C'est en s'ouvrant vers les autres parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'on a un message pour eux, parce qu'on peut être utile pour eux dans ce moment de conflit si fort entre les pays arabes et entre le monde arabe et l'Occident. La Tunisie a un rôle. Elle a ce rôle d'intermédiaire historique, elle a cette position géographique, et puis elle a aussi cette neutralité qui est liée à sa taille. La Tunisie fait peur à personne. C'est une faiblesse quand elle n'intéresse personne, c'est un formidable atout quand on a besoin d'elle. Et donc, il y a 1000 choses à faire, ça ne coûte pas très cher, et c'est vrai que ça ne coûte pas très cher d'aider la Tunisie, mais il faut que les Tunisiens aident le monde extérieur à les aider, et il faut qu'ils retrouvent une vraie voie vers la souveraineté, et la souveraineté, ce n'est pas l'enfermement. Merci, Hakim. Des vérités partagées, connues de beaucoup d'entre nous, mais toujours difficiles à entendre. Donc, elles interpellent. J'ai vu, y compris dans le panel, des voix qui s'élèvent, qui souhaitaient intervenir immédiatement. Il y aura un temps au débat, on y reviendra. Chacun aura sa part d'intervention. Moi-même, je ne ferai pas de commentaires, même si j'en ferai tout à l'heure, pour respecter cette règle que j'impose aux autres. Je me l'impose d'abord à moi-même. Je vais donner la parole à professeur Hejr Geldish, qui est professeur d'université en droit international public. Elle est active également au niveau africain depuis quelques années, notamment elle est présidente de la commission de l'Union africaine pour le droit international et membre de l'équipe du président Kagame, des experts sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine depuis 2017. Je vais lui donner la parole en lui disant comment vous voyez le repositionnement de la Tunisie, repositionnement stratégique. Bien, je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Serge Ginevi pour ce think tank, une très très belle initiative, très très attendue d'ailleurs, très bénéfique pour la Tunisie et pour les générations futures. Nous marquons l'histoire hier, aujourd'hui et demain. J'aimerais justement parler de la dimension africaine de la Tunisie pour compléter les brillants conférenciers qui avaient pris la parole avant moi. C'est très très difficile, votre auteur, mais je vais essayer en tout cas. La Tunisie avait donné son nom au continent africain, Ifriqiya. Et pourtant, nous tournons le dos à l'Afrique, c'est un constat. Bien entendu, vous le savez, si on retourne un peu au niveau de l'histoire, la Tunisie avait été un membre fondateur de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Bourguiba, dont on parle depuis aujourd'hui, depuis ce matin, depuis hier d'ailleurs, culture, levier stratégique, a été parmi les pères fondateurs du panafricanisme. C'est quelqu'un qui avait arraché l'indépendance de plusieurs États africains. Et pourtant, moi qui voyage énormément en Afrique, quand je dis que I'm Tunisian, Tunisia, même pas where is Tunisia, what's Tunisia? On ne connaît pas la Tunisie, on ne connaît pas la civilisation tunisienne, surtout la jeunesse, on ne connaît pas les grandes personnalités de la diplomatie tunisienne. Et pour cela, justement, je pense qu'il y a un manque de vision stratégique. Ma vision stratégique non claire, mais il n'y en a même pas. Il n'y a pas de vision stratégique de la Tunisie vis-à-vis de l'Afrique et de l'Union africaine. Et bien entendu, cette vision stratégique aura beaucoup de secteurs, de piliers politiques, économiques, sécuritaires, diplomatiques. Il y a de ci, de là, quelques actions disparates, sauf que, disons, globalement parlant, il n'y en a pas. Et donc, j'aimerais justement parler de 4 grands points. Le premier point, je pose la question, pourquoi justement redynamiser? Parce que c'était dynamique, mais il faudra redynamiser nos relations vis-à-vis de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne.
Vous le savez, l'Afrique, c'est un continent jeune, prospère, très très riche, avec beaucoup de potentiel humain, des ressources naturelles. Le monde l'a compris, la Chine l'a compris, la Turquie, le Qatar, les États-Unis, la Russie et j'en passe. Et malheureusement, encore une fois, le pays que nous sommes, la Tunisie, brille par son absence dans le continent africain. On devra mieux faire entendre notre voix, développer une véritable vision, qu'elle soit politique, stratégique, économique et autres. Et bien entendu, il y a tout un agenda 2063 que malheureusement nous ignorons. C'est une vision, c'est une feuille de route, c'est une manière de voir l'Afrique d'ici 2063 pour une Afrique unie, prospère et surtout intégrée. Et nous allons vers cette intégration sans justement avoir les piliers de l'intégration et sans comprendre comment la faire, cette intégration. Les conférenciers avant moi parlaient de la dimension maghrébine, mais moi j'aimerais vraiment axer ce que je vais dire sur le continent africain. Je dirais aussi que on a beaucoup à gagner par rapport à ces relations sud-sud. Oui, d'accord, les relations nord-sud, c'est important. Nos partenaires classiques, c'est important. Mais lorsque on négocie avec des pairs, avec des gens qui sont à la même hauteur que notre nation, c'est encore mieux que de négocier avec des États puissants. Et la loi du plus fort, vous le savez mieux que moi, vous négociez, mais bien entendu, les règles du jeu sont très, très déséquilibrées. Indubitablement, donc, l'élaboration, encore une fois, d'une stratégie claire et nette, et à court, à moyen et à long terme vis-à-vis de l'Afrique, reste un défi extrêmement important. Je pense que ce n'est pas un luxe, c'est une exigence à l'ère de la mondialisation, de la globalisation sauvage, pure et dure. Et il faudra bien qu'on puisse trouver des manières, des solutions pour y arriver, des opportunités nouvelles qui vont s'offrir à nous et qui pourront même être des solutions à toute cette crise économique dont nous souffrons depuis des années. Deuxième point, j'aimerais aborder le point comment améliorer justement le positionnement de la Tunisie vis-à-vis de l'organisation panafricaine. En 2000, on va aller de l'OUA vers l'Union africaine, l'actuelle Union africaine, qui a son siège à Addis Abeba. J'ai dit qu'il y a quelques actions qui sont à saluer. Par exemple, la Tunisie avait en 2017 avait obtenu le statut de membre observateur à la CEDEAO. En 2018, on a obtenu le statut de membre à la COMESA. Ensuite, on avait signé, après plusieurs querelles, la fameuse ZLECAf, Zone économique de libre-échange continentale, qui va offrir au continent africain 1,2 milliard de personnes, des biens qui vont carrément graviter, des personnes qui vont graviter tout au long du continent africain, un open space, mais aussi un flux financier extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je pense que l'avenir de la Tunisie doit se faire et se creuser en Afrique. Donc c'est vrai qu'on avait signé cette fameuse ZLECAf, mais il y a des chantiers entiers qui doivent se faire. Même et certainement, vous tous, vous avez tous voyagé, vous savez à quel point c'est très difficile d'aller vers les capitales africaines et il faudra sortir de l'Afrique pour aller vers l'Europe ou pour l'Asie pour pouvoir aller vers les capitales de l'Afrique. Donc il n'y a pas de structure, de connexion aérienne, il n'y a pas d'autoroute entre les différents pays africains. Il y a toujours le problème de l'insécurité qui fait qu'on n'a pas ce fameux passeport africain, parce que c'est entre autres parmi les piliers de l'intégration, c'est justement d'effacer les frontières entre pays africains. Et pour y arriver, encore une fois, la question sécuritaire, il y aura tout un pilier sécuritaire dans notre colloque, dans notre workshop d'ici demain. Tant qu'on n'a pas maîtrisé ces questions de terrorisme, d'intégrisme, on ne peut pas ouvrir les frontières, on ne peut pas avoir comme l'espace Schengen en Europe. Je pense carrément que l'Union africaine reste quand même une organisation de coopération, pas encore une organisation d'intégration. Donc je disais que la Tunisie avait fait un certain nombre de pas positifs. Entre autres, j'ai omis de parler de la fameuse Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Notre pays avait ratifié la déclaration de l'article 36, paragraphe 4, qui donne au peuple tunisien, aux citoyens tunisiens, aux ONG, l'accès direct à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous figurons parmi les 4 rares pays africains qui avaient accepté cette déclaration. Peut-être ça s'est retourné contre nous avec la fameuse jurisprudence du 23 septembre 2022 où la Cour va dire que tout le processus post-2021
est carrément illégal et illégitime. En tout cas, donc je laisse intacte question pour vous dire que nous ignorons ce qui se passe au niveau des organes de l'Union africaine et pourtant, encore une fois, je vous donne un chiffre, notre contribution financière en 2022, cette année, elle est de 5,6 millions de dollars. Nous figurons parmi les pays de la zone 2, c'est-à-dire après la zone 1 où il y a des pays comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme l'Angola, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, nous sommes en 11e position parmi les grands contributeurs quand même à l'Union africaine, mais il n'y a pas de contrepartie. Nous sommes très très mal représentés au niveau de l'Union africaine et de ses différents organes. Nous sommes, bon, pour les postes élus, seulement 3, c'est très très peu. C'est Rafa Ben Achour qui est le juge à la Cour africaine, c'est Hatem Saïm qui est membre de la commission de Banjul, commission des droits de l'homme. Voilà, Abdullah, je suis donc la présidente de la commission de droit international, ce sont les hauts postes des élus. On a raté l'occasion pour le poste de commissaire à l'éducation, à la technologie et à l'innovation parce que la Tunisie n'avait pas passé le dossier du candidat tunisien et c'était resté dans les tiroirs. Donc c'est vous dire encore une fois, l'autre pays, je pense que c'est le pays des occasions ratées malheureusement et nous avons d'excellents profils, nous avons des compétences, ce n'est pas les compétences qui manquent. Par contre, on n'a pas encore une fois une vision claire, une vision radicale pour pouvoir aller vers le marché africain, vers l'Afrique, vers les organes africains, contrairement à d'autres pays. Et moi, je vais souvent à Addis Abeba et je vois à quel point nos ambassadeurs, les différents ambassadeurs, j'en ai vu 6, ils sont en manque cruel de ressources financières, de personnel humain, contrairement à l'Égypte, contrairement au Maroc. Il y a 2 ambassadeurs, un bilatéral et l'autre le multilatéral. C'est toute une armée de personnes, de personnel, de petites mains, parce que les travaux là-bas, on peut arriver jusqu'à 4 heures du matin. Vous n'avez pas de relais. S'il n'y a pas les secrétaires qui peuvent travailler sous l'ambassadeur, il ne peut pas faire tout le travail tout seul. Sous Covid, il y a plein de travail en ligne et donc la plupart du temps, malheureusement, le siège de la Tunisie est vide parce que justement, on n'assure pas le relais et on ne donne pas à nos ambassades, en dépit du fait que je pense, et il y a plusieurs ambassadeurs ici parmi nous, ils travaillent énormément pour justement représenter la Tunisie, mais on manque, comme je dis, cruellement de moyens. Et je termine par le rôle de l'université et des académiciens. Nous pouvons être le hub, nous pouvons être une terre pour la formation d'excellence pour les chercheurs africains. Et je donne en exemple le master que j'avais initié depuis 4 ans et nous avons ici 4 générations, 4 promotions de droit de l'Union africaine, un master inédit, unique en son genre, en Tunisie, en Afrique et dans le monde. Nous sommes en train de vulgariser tout ce qui est droit de l'Union africaine et surtout de former des juristes spécialistes pour le futur. Voilà comment l'Académie tunisienne pourrait agir pour pouvoir justement faire de la formation. Et je termine justement par une note positive parce qu'il en faut et nous en avons besoin. Moi j'ai 3 garçons et malheureusement ils ne sont plus francophones. Le premier il veut aller en Allemagne, le deuxième veut aller aux États-Unis, le troisième très surpris Corée du Sud carrément. Vous voyez la soft power aujourd'hui, comment les groupes de musique et les séries télévisées font que les impacts sur notre jeunesse, que ce soit immigration clandestine, mais aussi la fuite des cerveaux, fait que malheureusement nous perdons notre jeunesse. Donc le travail sur l'éducation, je suis tout à fait d'accord avec Ahmed Dounaïs qui a fait justement, il a inauguré notre master avec une excellente conférence inaugurale il y a 4 ans sur le panafricanisme, la culture, les principes, les valeurs. Ons Jeber, tel qu'elle fait Sarira, une petite dame qui a carrément révolutionné le monde et qui a porté le drapeau de la Tunisie très très haut. Vous voyez à quel point la soft power peut justement influencer. Il faut cultiver l'espoir, il faut passer un message positif. C'est ce que nous faisons avec ce think tank et je suis très très optimiste par le futur. Il suffit d'écouter ces skills, cette manière, cette matière grise qui est à l'état pur et je pense qu'il y aura beaucoup à faire, il reste beaucoup à faire. Il faut être patient. C'est une construction à étage et donc on va y arriver certainement pour une Tunisie meilleure et pour des générations futures qui prendront le relais. Je vous remercie. Merci, professeur Geldish. Vous avez communiqué votre enthousiasme à une grande partie de la salle.
Je pense qu'il y aura une autre partie qui vous discutera le bien fondé d'une orientation majeure sur l'Afrique, mais moi-même je suis opérateur économique qui travaille depuis plus de 30 ans, qui court l'Afrique, et je continue à présider encore pour quelque temps aux destinées d'un bureau d'études qui réalise 90% de son chiffre d'affaires en Afrique. Je vous dirais simplement que l'Afrique est certes une opportunité, mais n'abandonnons pas la proie pour l'ombre. L'Afrique n'est pas dans un niveau de développement qui corresponde aux exportations tunisiennes aujourd'hui. Oui. Les 54 pays d'Afrique, ne sont pas à un niveau de développement qui corresponde à la production tunisienne destinée à l'exportation, ni en matière de textile, ni en matière d'industrie électrique et mécanique, ni en d'autres secteurs. C'est une opportunité en émergence, mais le PIB global des 54 pays africains 55. est, si vous voulez, le PIB global des 54 ou 55 pays africains est inférieur au PIB de la France. Donc, il y a des opportunités, mais il y a du chemin à faire. On ne va pas polémiquer là-dessus maintenant. Merci pour cette contribution qui va susciter, à mon avis, beaucoup de discussions. Je vais donner la parole aux deux derniers panélistes, mais dans un format différent. Je vais leur demander de commenter ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont écouté et de nous faire part de leur expérience. Je vais peut-être commencer par mon ami Abdeslam Ben Ayed, puisque je le vois déjà dégainer avec son micro. Abdeslam Ben Ayed est un opérateur économique que vous connaissez tous. Il a eu des fréquentations politiques, il a eu une carrière politique derrière lui, mais aujourd'hui, depuis très longtemps, il est essentiellement opérateur économique en Tunisie et en dehors de la Tunisie, extrêmement diversifié, courant la région méditerranéenne et au-delà de la région méditerranéenne, l'Afrique subsaharienne également, mais également une présence en Europe, en France, avec certaines de ses entreprises. Donc il a une vue globale et puis il est porté personnellement à la réflexion et à l'analyse de ce qui nous entoure et des évolutions en cours. Donc, Abdeslam, je te donne la parole. Merci Radi. Merci Sirmes pour nous donner cette occasion et cette opportunité de discuter, et surtout d'une discussion aussi riche et avec des intervenants de si grand niveau. Effectivement, il est très difficile de parler après ces interventions de si Bedounès, Sophie, Emel, tout ça, et puis surtout Madame. Je suis pour commenter. Alors, je suis tout à fait d'accord tout ce qui a été dit, absolument tout. L'intérêt, évidemment, là, tu me demandes de commenter. Tu m'as présenté en tant qu'homme, chef d'entreprise et homme d'affaires. Donc, je vois plus le côté un peu économique. C'est vrai, nos intérêts restent quand même le plus avec l'Europe et l'Occident. Mais l'Afrique, c'est un marché, je suis d'accord avec Madame, l'Afrique, il faut vraiment développer, et qu'avoir un peu d'autres pays, pour ne citer que le Maroc, qui s'intéressent et qui sont de plus en plus présents, et ils arrivent à décrocher quand même une bonne partie de leur PIB là-bas, mais aussi sur les choix. Alors les commentaires. Je vais commencer, parce qu'a dit Ahmed Dounès, c'était excellent, parfait comme stratégie, comme comment il voit la chose, et en faisant référence surtout à la fameuse intervention de Bourguiba en 1965 lors de la conférence des ambassadeurs. Effectivement, c'était excellent comme repère, même si, je m'excuse, lorsqu'on était jeune, on était opposants, on n'était pas d'accord avec Bourguiba, mais finalement, avec le temps, ça lui a donné raison. Et il avait dit, et vous l'avez répété, Ahmed Dounès, vous avez dit
que Bourguiba avait dit, voilà, pour le moment, c'est le choix, avec l'Europe, les États-Unis, mais c'est temporaire, ça peut évoluer. Je crois qu'on en est arrivé là, et Bourguiba aussi, pour faire référence toujours avec ce qu'avait dit toujours Bourguiba, il faut toujours fréquenter les gens qui nous apportent quelque chose, pas forcément économique, mais autre chose, que ça peut être culturel, scientifique, recherche, tout. Effectivement, aujourd'hui, les choses changent. Les choses changent, il y a des pays qui émergent, et la Chine et l'Inde, je ne citerai que ces deux pays-là, ou la Corée du Sud. Et donc, c'est des pays en matière de recherche, d'éducation, de science, tout ça, on a à apprendre ces gens-là. Donc, il ne faut pas rester seulement et avoir comme partenaire seulement l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, il faut penser aussi, et on est un peu en retard, mais aussi à avoir des relations pas que économiques. Je ne raisonne pas qu'homme d'affaires, mais en tant que citoyen, pas que seulement économique, mais aussi scientifique, culturel, pour faire évoluer notre monde, notre peuple, pour apprendre des choses. Bourguiba disait un jour, on l'avait dit, on l'avait visité avec Mahmoud Messadi dans le temps, il lui avait dit, il faut qui t'apporte quelque chose. Or, aujourd'hui, Chinois, Indiens, Coréens peuvent nous apporter des choses. Et là, il faut revoir aussi notre système, et c'est Ahmed Ounaïs a insisté sur le système éducatif et l'enseignement, tout ça. Et je pense qu'aussi, il faudrait voir ce côté-là, cet aspect-là. Et d'ailleurs, madame, elle a fini par dire que son fils, le plus jeune, il part en Corée du Sud. Donc, je crois que ça, il faut insister, il faut revoir ça. Évidemment, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre pour commenter, parce que c'est le commentaire. Non, je suis d'accord à peu près sur tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit, sauf ne pas perdre de vue un peu l'Asie et ces pays émergents sur tous les plans, pas seulement économiques, mais aussi scientifiques, culturels et tout, et l'enseignement et tout. Voilà, merci, peut-être que je reviendrai tout à l'heure. Merci Abslem, tu auras effectivement l'occasion d'intervenir à ta guise plus tard. Je vais donner la parole à Karim Benkahla. Karim est professeur des universités, professeur à l'université. Il est très actif dans la société civile. Il préside le cercle Khairdine, l'association Nouvelle Chance pour l'emploi des jeunes. Il a été directeur de l'ISCAE et ses travaux de recherche portent sur des sujets multiples, allant de la prospective à l'évaluation des politiques publiques, à la stratégie, l'épistémologie des sciences, etc. Donc, Karim, je souhaiterais te demander de commenter tout ce que tu as entendu et tout ce que tu as écouté et d'enrichir éventuellement à ton habitude. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, c'est ravi. Je commence par remercier le Conseil tunisien des relations internationales. Je commence par remercier, je disais, le Conseil tunisien des relations internationales. Bon, sur la thématique du positionnement, et là je vais essayer de rebondir par rapport à ce qui a été dit. Ensuite, je vais essayer de dire un mot personnellement, parce que j'ai préparé un PowerPoint. Je pense que la question du positionnement de la Tunisie, comme ça a été dit, hein, il y a des enjeux énormes, et que de toute façon, soit on se positionne, soit on va être positionné. Donc, et quelque part, les gens pensent pour nous et ils sont en train de nous positionner quelque part. Et donc, il est important qu'il y ait ce volontarisme, Ahmed Ounaïs en a parlé, pour choisir son destin, se positionner au lieu d'être positionné. Maintenant, positionner où? Par rapport à quoi?
je pense qu'il y a une réflexion en termes de grandes puissances, se positionner par rapport à de grandes puissances, mais il faudrait aussi réfléchir à un positionnement par rapport à de grandes tendances, à de grandes dynamiques en cours, et alors se poser des questions relativement à l'horizon de ce positionnement, de cette dynamique-là, quel est l'horizon par rapport auquel on se situe, mais également derrière les grandes dynamiques et les grandes tendances, il y a souvent des signaux faibles qui sont extrêmement importants et qu'il faut savoir lire et observer. Et je vais peut-être revenir un petit peu sur ces signaux faibles ou sur ces grandes tendances, parce qu'il me semble que la question n'est pas tellement les grandes puissances que les grandes tendances aujourd'hui en cours. Et puis se positionner, encore une fois, quand on dit où se positionner, est-ce qu'il s'agit de se positionner sur une carte ou essayer de créer soi-même une carte, quitte à ce que cette carte qu'on proposerait au monde s'imbrique dans d'autres cartes qui sont en train d'être redessinées aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que l'aspect dynamique est extrêmement important et que derrière tout cela, il y a au moins deux gros impératifs. Un impératif de connaissance de soi et de connaissance du monde. Et je pense que nous avons besoin de think tank, mais aussi que l'université joue son rôle pour se connaître et connaître ce qui se passe un peu dans le monde. Et un deuxième impératif qui est un impératif de volontarisme et de coopération, avec derrière la question de la coopération, de la confiance et de la convergence des intérêts. Et ça, je pense que c'est Ahmed Dounaïs, on a là aussi parlé de ce volontarisme qui nécessite, et cette coopération qui nécessite encore une fois une confiance et une convergence des intérêts. Bon, deux mots, où nous sommes aujourd'hui par rapport à cette carte. Très rapidement, il y a beaucoup de choses à dire, mais juste pour rappel, je vais partir d'une citation d'Albert Camus, en plein 30 glorieuses, lorsqu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il recevait son prix Nobel de la paix, de littérature, pardon, de littérature, parce que je pense à la paix en fait. Et que sa citation en fait est une citation qui parle de paix en fait, parce qu'il disait que chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. C'était en 1957. La génération d'Albert Camus se proposait de faire en sorte que le monde ne se défasse pas. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, la discipline montante, on va dire, c'est la collapsologie. La collapsologie, c'est tout simplement, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de collapsologie, c'est une façon de gérer l'effondrement. On se dit comment est-ce que cet effondrement qui devient inéluctable, vous avez des collapsologues qui théorisent cet effondrement, le rythme de l'effondrement, les conséquences de l'effondrement, et vous avez aussi des accélérationnistes qui vont vous dire, maintenant que l'effondrement est inéluctable, il vaut mieux l'accélérer pour passer rapidement à ce nouveau monde ou à cette nouvelle civilisation. Et derrière cette idée d'effondrement, de collapsologie, d'accélération aussi, il y a tout un mouvement sur lequel je vais dire deux mots, qui est le mouvement transhumaniste. Et je pense qu'il faut prendre ce mouvement très au sérieux, parce que c'est un mouvement philosophique, mais c'est aussi des intérêts économiques qui bougent derrière ce transhumanisme. Par rapport à cet effondrement, je pense que nous avons vécu avec la crise du Covid, nous avons vu le besoin de biens publics mondiaux. Et c'est une thématique relativement ancienne, mais avec la Covid, je pense que c'est redevenu sur le devant de la scène. Nous avons vu comment tous les beaux discours, les accords, même au niveau de l'Union européenne, sont tombés à l'eau parce que face à la crise du Covid,
chacun essayait d'accaparer les masques, les médicaments, etc. Certains ont parlé d'apartheid vaccinal par rapport aux pays en développement, des pays développés qui ont accumulé des stocks, qui ont vacciné même des enfants, alors qu'ailleurs dans le monde, les adultes n'arrivaient pas à trouver des vaccins. Bref, cette crise a mis à nu ce qu'on savait déjà, hein, c'est l'hypocrisie, et c'était une crise non seulement sanitaire, mais une crise essentiellement éthique, et qui me semble impacter la vision des relations internationales. Je pense qu'on a compris que derrière, il y a toujours des égoïsmes nationaux, et que ces égoïsmes nationaux sont le premier défi pour produire des biens publics mondiaux. Et on a besoin de biens publics mondiaux. La santé, c'est un bien public mondial. L'écologie, c'est un bien public mondial. La sécurité est un bien public mondial. L'éducation est un bien public mondial. Comment produire des biens publics mondiaux? C'est simple, il y a 3 façons de produire des biens publics mondiaux. Il n'y en a pas 4. C'est soit la coopération, mais la coopération fait face à un obstacle essentiel, c'est ce qu'on appelle en langage économique le passager clandestin, lorsque chacun essaie de profiter sans payer, ou chacun regarde que les autres bougent, qu'ils prennent l'initiative, et puis après moi je vais suivre, allez-y, faites-le, moi je vais le faire après. Donc la coopération souffre du problème du passager clandestin, la coopération internationale bien sûr, et du déficit de confiance. Une deuxième façon de produire des biens publics mondiaux, c'est la concurrence, c'est le marché. On va vous expliquer qu'il faut mettre un prix au carbone, et que donc une valeur au carbone, et que tout se passe par le marché, et que plus il y aura de la concurrence, mieux tout le monde se portera pour produire des biens publics mondiaux, sauf que, et c'est une évidence, à la limite, les marchés sont extrêmement déséquilibrés, et que la régulation de ces marchés mondiaux est quasiment inexistante. Une troisième façon de produire des biens publics mondiaux, c'est l'hégémonie, une force hégémonique qui puisse éventuellement faire jouer la coopération quand ça l'arrange, la concurrence quand ça l'arrange, qui puisse dresser là où il faut de nouvelles murailles pour se protéger, des murailles électroniques ou autres. Il n'y a pas que la muraille de Chine, il y a de nouvelles murailles. Et pourquoi pas qui puisse imposer une paix mondiale, une sorte de Pax Americana ou autre chose. Aujourd'hui, cette hégémonie est contestée. En tout cas, nous avons besoin de produire des biens publics mondiaux pour maintenir une certaine paix, une certaine stabilité dans le monde. Et là-dessus, il y a, je pense, cinq grands défis. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si je suis en train de... 5 minutes. Alors, premier grand défi, c'est que nous avons besoin de nouveaux cadres de pensée, notamment d'une nouvelle façon de penser la géopolitique. Nous sommes ici dans une rencontre de géopolitique. Une nouvelle façon de penser la géopolitique parce que tout simplement, aujourd'hui, les distances ne structurent plus l'espace. Avec les missiles qui peuvent faire 2 fois le tour de la Terre, la géographie n'est plus une question de distance. Et donc, quand on dit géostratégie ou géopolitique, il faut s'interroger sur ce qu'on met derrière le géo. Et puis, la politique aussi ne structure plus vraiment le vécu. C'est l'économique et le social qui ont pris le devant, et le politique est en retrait. Donc, la géopolitique est en crise. Et il faut de nouveaux cadres de réflexion et de penser les relations internationales. Et puis, dans ces relations internationales, nous assistons à l'émergence de nouvelles formes de conflictualité, de nouvelles formes de faire de la guerre, mais aussi une nouvelle approche de la coopération. Celle-ci, on est sorti du paradigme des alliances, il n'y a plus d'alliances, il n'y a que des partenariats, des conventions, des accords. Et les partenariats, ça change,
Il n'y a plus un bloc, il n'y a plus la logique des blocs, il y a la logique des partenariats. Deuxième grand défi, me semble-t-il, j'en ai parlé, on en a parlé, c'est la globalisation et la mondialisation. La globalisation dérégulée et la mondialisation qui est de plus en plus délégitimée. Derrière cela, il y a bien sûr la question de la crise des États-nations tels qu'ils ont été pensés après la fin des empires, et la crise de la souveraineté de ces États-nations. D'une part, les États-nations ont perdu leur souveraineté, d'autre part, la régulation mondiale a mal à émerger. Mais quand même, la mondialisation, même si elle est décriée, même si elle est délégitimée, qui est source d'inégalités, a des avantages. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des inégalités, en fait, que probablement on n'a pas encore une guerre mondiale. Je m'explique. Aujourd'hui, la guerre ne se fait plus, la question n'est plus de mettre des canons face à d'autres canons, mais aujourd'hui le problème c'est comment mettre des canons face à une colère sociale. Lorsque vous avez en Russie ou aux États-Unis ou dans les grandes puissances une colère sociale qui monte, le problème n'est plus de faire la guerre aux autres, mais de résoudre les problèmes en interne. Et c'est pour cela, je pense, que la mondialisation, quelque part, a évité que la guerre en Ukraine ne se mondialise. Parce que, quelque part, on sait que le coût en interne est trop important. C'est la mondialisation qui, aujourd'hui, fait en sorte qu'on n'aura plus de guerre mondiale. Parce que les pays ont compris qu'il faut faire face à la colère sociale et que les canons ne peuvent pas répondre à la colère sociale en interne. Troisième défi, c'est, pour la production de biens publics mondiaux, c'est la crise de la démocratie représentative et plus généralement la crise de l'Occident. Bon, c'est un thème qui revient très souvent, avec les collapsologues, c'est très à la mode, mais il y a quand même du vrai. Enfin, si ce n'est pas une crise, c'est une mutation très importante et une transformation très importante au niveau de la civilisation. Cette crise, quand on pense à l'assaut du Capitole aux États-Unis, c'est quelque chose, moi je pense, les images étaient aussi fortes que le 11 septembre. La confiance envers le système électoral qui est au cœur de la démocratie américaine est ébranlée et définitivement ébranlée. Même les récentes élections, les démocrates vont vous dire les républicains trichent, les républicains trichent et vice-versa, les autres vont vous dire c'est le système électronique qui ne marche pas, mais le verre est dans le fruit, on ne croit plus aux élections, et c'est un thème qui est récupéré par les populistes, où les populistes mettent en cause les élections, et du coup, vous avez trois évolutions concomitantes, le populisme qui monte, la remise en cause des élections et de la représentation, confère ce qui se passe aux États-Unis, le pays de la démocratie par excellence. Et troisième dynamique, c'est la transformation de l'industrie de fabrication du consentement et des opinions. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a une explosion de cette industrie qui fabriquait le consentement et les opinions. Dans cet Occident, entre les États-Unis et l'Europe, il y a des tensions et des divergences d'intérêts. Et je pense que la divergence la plus importante, et je vois c'est Mostafa Ben-Nebli ici dans la salle, peut-être que... Kérim, je vais terminer. Tu termines, tu conclus, s'il te plaît. C'est au niveau des banques centrales. Parce que les banques centrales sont supposées être indépendantes, et elles le sont. Or, les objectifs de la Banque centrale, la Fed américaine, ne sont pas ceux de la Banque européenne. Et là, il y a une source de tension et de divergence énorme. Vous me le demandez, je vais arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Karim pour ces belles réflexions qui nous éclairent sur les évolutions du monde. J'aimerais qu'on se recentre sur le champ du possible pour la Tunisie. Nous sommes en train de discuter de repositionnement stratégique de la Tunisie.
Le monde évolue, il est tiraillé par des tendances lourdes, par des signaux faibles également. Qu'est-ce qui est possible pour nous? Nos différents panélistes ont exploré, chacun selon son point de vue, sa vision, les axes de repositionnement vers lesquels la Tunisie devrait aller. Certains ont abordé, d'autres pas, la faisabilité de ces repositionnements, la difficulté de le faire, les contraintes, l'optimisation sous contrainte, comme on dit en mathématiques. Je voudrais juste peut-être donner la parole très rapidement à Sophie Bessis, qui avait exprimé ardemment une volonté d'intervenir. Et donc, non, mais nous avons encore 8 à 9 minutes avant la pause, donc nous entamons un petit peu des clarifications, des compléments avant d'entamer la phase débat. Donc je te donne la parole, Sophie, tu voulais intervenir. Sinon, moi je pensais simplement qu'il était intéressant d'interagir entre panélistes, peut-être avant. Voilà. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai écouté très attentivement, évidemment, toutes les interventions. En fait, par rapport aux choix stratégiques et aux choix stratégiques bourguibiens dont parlait Sidi Ahmed Onaïs, je crois qu'aujourd'hui, il y a la rencontre entre ce que j'appelais tout à l'heure le moment populiste. Par quoi ce moment populiste, entre autres, se caractérise-t-il? Tous les acteurs populistes se caractérisent par deux grandes options. D'une part, une réclusion identitaire extrêmement importante et d'autre part, une dérive autoritaire tout aussi évidente. Et dans la recomposition mondiale, du fait justement du relatif épuisement des démocraties représentatives, des démocraties dites traditionnelles. Et ce relatif épuisement diminue le pouvoir d'attraction qu'elles ont pu exercer dans les décennies précédentes. Donc il y a d'un côté, dans le monde aujourd'hui, ces démocraties représentatives affaiblies, fatiguées par une série de facteurs qu'on n'a pas le temps d'exposer ici. Et de l'autre, une alliance fragile, incertaine, improbable, mais réelle, entre des pouvoirs autoritaires qui représentent les pouvoirs autoritaires comme la Chine, comme la Russie, bon, qui se croit être une grande puissance, mais qui ne l'est pas, mais enfin qui est comme l'Inde. L'Inde aujourd'hui est gouvernée par un régime populiste. Narendra Modi est un régime populiste de type identitaire avec l'Hindutva, etc. La Turquie, etc. Et que aujourd'hui, il y a incontestablement de la part des petits régimes populistes comme la Tunisie une attraction vers cet axe autoritaire, Chine, Russie, Inde, etc. Alors je suis tout à fait d'accord avec Abdeslam quand il dit qu'il convient effectivement d'avoir des partenariats avec d'autres pays que le Nord. Mais attention, sur le positionnement stratégique, où doivent se situer les choix de la Tunisie? Question. Je n'ai rigoureusement aucune réponse, bien sûr. Pour le Maghreb, juste une chose. Le Maghreb est une région profondément fracturée. Ne croyons pas, c'est une région fracturée, et fracturée par une série de facteurs. Par des facteurs régionaux d'histoire sur la longue durée. La Mauritanie est-elle maghrébine? C'est une question qu'on se pose depuis 50 ans ou plus. En tout cas, elle ne l'est que très partiellement. La Libye existe-t-elle réellement? N'oublions pas que la Libye est une création italienne et que si la Tripolitaine est profondément maghrébine, ne l'a jamais été, et que cette partition il y a un danger de division de la Libye, de partition de la Libye, qui est extrêmement important. La question de l'arabité du Maghreb. Aujourd'hui, au Maroc et en Algérie, on ne peut plus parler d'arabité du Maghreb du fait de l'importance de la mazérité. Donc le Maghreb arabe est une question obsolète, et du fait que les grands clivages régionaux ont un impact incontestable sur le Maghreb. Et comment la Tunisie fait-elle se situer? Je prends la normalisation des relations avec Israël. Aujourd'hui, cette normalisation, et le Maroc qui est un des actes de cette normalisation, impacte les lignes de force, les rapports de force au sein du Maghreb, et ça, on n'en a pas du tout parlé. Donc il y a des positionnements
stratégique de la Tunisie. Vers où va-t-elle aller? Peut-elle continuer une neutralité, ou la neutralité devient-elle impossible dans le monde d'aujourd'hui? Merci. Merci Sophie. Effectivement, il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas abordées dans les interventions des panélistes. Tu as parlé de ces puissances autoritaires, tu les as citées. Ça correspond exactement aux BRICS. Oui, enfin, les BRICS, les BRICS sont une invention mais des institutions financières internationales. Oui, mais c'est un questionnement que l'on devrait avoir aussi. Quel positionnement? Puisque l'Algérie maintenant veut apposer sa oui. candidature au BRICS, c'est une aberration totale. Oui. Non, je pense aux puissances, c'est-à-dire d'abord à la Chine. La Chine qui exerce un pouvoir d'attraction incontestable. Et au fond, il y a une série de pays qui aujourd'hui, enfin de pays ou de régimes, je n'aime pas le terme de pays, ça ne représente rien, qui se disent, mais après tout, pourquoi pas? Cet axe-là n'est pas aberrant. Pourquoi adhérer forcément à l'axe démocratique? La question se pose clairement pour nous parce que régulièrement, il y a des voix qui nous appellent à nouer des alliances stratégiques avec des pays comme la Turquie, avec des pays comme le Qatar, les Émirats, la Chine, etc. Donc la question mérite d'être posée et discutée par les uns et par les autres. Voilà, je pense que dans le débat, les intervenants seront probablement sollicités là-dessus et les uns et les autres apporteront leur éclairage et leur vision des choses.